il a été reconstruit dans une zone moins risquée. De terribles inondations qui ont juste épargné cette source miraculeuse. C'est la seule source de montagne qui existe encore. Toutes les autres ont disparu. Les habitants l'appellent la mini-chute du Niagara. Une manière de dédramatiser une situation qui en bien des endroits devient critique. Ces palmeraies sont l'un des atouts touristiques de la région. Mais partout ailleurs, elles se réduisent. L'eau, source de vie ou de survie. Au cœur de ce désert, il y avait une mer intérieure. Il ne reste aujourd'hui que ces minces filets d'eau. C'est le Chott El Djerid, le lac salé. Un soleil de plomb, des sécheresses à répétition, l'écosystème de cette région souffre. Les oryx avaient totalement disparu. Ils ont été réintroduits en 2007. Comme ces autruches à cou rouge. Ce parc naturel n'est toujours pas ouvert au public. Mais l'idée de ses promoteurs est de relancer la vie telle qu'elle était il y a moins de 10 ans, avant les grandes sécheresses. Cette carte satellite montre l'omniprésence du sable et du sel, des éléments qui menacent la plupart des palmeraies. Comme celle de Tozeur, la plus connue du sud tunisien. L'été, à l'extérieur des palmeraies, les températures dépassent parfois les 50 degrés à l'ombre. Mais dans ces lieux ombragés, il existe de petits jardins d'Éden. Là, on est dans la palmeraie de Tozeur, la plus grande et la plus vieille de l'Afrique du Nord. 1000 hectares de palmeraie et qui date depuis une époque qui remonte à peu près 3000 ans. Et si ça dure depuis aussi longtemps, il y a une raison à cela? Ah oui, c'est l'eau. C'est grâce à l'eau qu'on continue à avoir ce petit paradis, qui devient de plus en plus rare déjà. À cause de la sécheresse? Ouais, à cause de la sécheresse, à cause de l'exploitation abusive de certains avec les forages. Quoi. Donc on n'a plus l'eau naturelle qu'on avait avant, la qualité d'eau et tout. Dans cet univers où l'eau a toujours été le bien le plus précieux, les anciens avaient déjà mis au point des techniques d'irrigation très efficaces. Des méthodes économiques qui sont encore utilisées. Ça, c'est le sablier. On appelle ça le gadous. On le remplissait jusque-là et qui fait une période de temps équivalent plus ou moins à 5 minutes. Donc, la séance d'irrigation, elle était comptée par ces unités-là. Il fallait économiser coûte que coûte. Coûte que coûte l'eau, donc la compter vraiment au compte-goutte. Utilisation plus rationnelle de l'eau et des terres également. Chaque mètre carré est exploité. Vos ancêtres avaient quand même le souci de l'économie et du développement durable, oui, effectivement. Non. Eux, ils avaient mis au point des techniques pour préserver l'eau et pour la garder, pour savoir très bien la gérer. Tu vois déjà, tout au long des canaux d'irrigation, ils avaient mis des plantations de bananiers ou de couvertures végétales, et qui fait que l'eau évaporée, elle va se condenser dans le feuillage du bananier, et puis elle va regagner le terrain. Rien ne se perd, même la vapeur d'eau, elle est exploitée. Et là, vous produisez sur 3 niveaux, c'est ça? Sur 3 niveaux, oui. On produit tout ce qu'il nous faut pour manger. On commence par le plus important pour nous, c'est le premier niveau, le palmier dattier. Là-dessous, on a l'arbre fruitier, on a le figuier, on a le citronnier là. Et puis, le plan en terre, c'est tout ce qui est culture fourragère et maraîchère, telles que là, des plantes de tomates, une plantation de... Et des herbes. Depuis 3000 ans, notre oasis, et d'ailleurs par définition, toutes les oasis sont dans un monde saharien. Donc, on a un paradis dans le désert. Et nos ancêtres ont pu garder le terrain, mais maintenant, on a commencé à le perdre. Enfin, par faute d'eau, quoi. L'eau, le nerf de la guerre. Cette guerre perpétuelle contre le réchauffement du climat et ses corollaires, la sécheresse et la progression du désert. Ces dernières années, Nabil voit son monde changer à vue d'œil. Il nous emmène ici, à l'endroit même où enfant il allait pêcher avec son grand-père.
c'est à seulement quelques kilomètres de la Palmeraie. Un autre monde. Ah ben là, il n'y a plus rien, c'est plus le lagan. Lorsque j'étais gamin, moi je venais ici, c'était vraiment un lagan, là. On le surnommait la petite mer. Ça s'étendait depuis l'extrémité là-bas, mais alors là, des kilomètres vers l'autre Palmeraie. C'est désolant pour l'homme et pour l'animal. Même le dromadaire ne peut plus boire dans cette eau-là. Tellement c'est évaporé qu'elle devient trop salée, quoi. Et la richesse de ce site-là, en termes d'oiseaux migrateurs, de gibier, c'était quelque chose de très intéressant, très important. Maintenant, il n'y a plus rien. Il y a une ou deux espèces qui viennent, parce qu'ils n'en trouvent plus ce qu'il leur faut pour survivre. Là, on parle vraiment à échelle de temps, à quelques années. C'était les années 80, début des années 90, quoi. Jusqu'à il y a 5-6 ans, c'était... Là, on était sur l'eau, on marchait sur l'eau. On marchait sur l'eau. On marchait sur l'eau. Adolescent, Nabil croisait encore des dizaines de troupeaux de chèvres, de moutons ou de dromadaires. Aujourd'hui, les éleveurs sont plus rares. Ils se sont sédentarisés, occupant les seuls points d'eau qui existent encore. À ton avis, à l'avenir, ça va encore se dégrader? Qui connaît l'avenir? Avant, il y avait des autruches qui pondaient des œufs, des oiseaux, des gazelles qui profitaient des points d'eau. Là, il n'y a plus rien. Nous sommes à moins de 30 km de la frontière algérienne. Avant, les éleveurs passaient sans arrêt d'un pays à l'autre. Puis un jour, ils se sont installés. Ici, ils profitaient même de l'eau pour cultiver de petites parcelles de terre, du maïs ou de l'orge. Tout a changé. Ça fait 30 ans que l'on est là. Et le pire ici, c'est qu'il ne pleut plus. Rien n'est plus comme avant. La chaleur est tellement accablante. Si Dieu n'était pas avec nous, on aurait brûlé. Alors oui, je le dis, tout a changé, sauf notre vie. Nous sommes nés sous une tente et nous sommes toujours sous la tente. Cette famille vit au-dessous du seuil de pauvreté, à peine 2 € par jour. Cette nuit-là, petit miracle, 2 agneaux sont nés. Il y a de moins en moins de pluie. Les saisons, maintenant, ne sont plus stables. On avait avant saison des pluies, saison du froid, saison de la chaleur. Maintenant, c'est imprévisible. On peut avoir 16 degrés en plein juin, on peut avoir une journée à 30 degrés au mois de novembre-octobre. Donc, il n'y a plus de stabilité climatique chez nous. D'ailleurs, toute la région, quoi. Un constat qui est validé par les études des experts. Ici, comme dans le reste du Sahara, les conditions climatiques se dégradent. Depuis 2007, la région n'a connu que d'intenses sécheresses. Moins de 100 mm de pluie chaque année. Des conditions qui ont des effets tant sur l'agriculture que sur l'élevage. À 12, si le marché du bétail connaît toujours la même effervescence qu'il y a 10 ou 15 ans, les cheptels de chèvres ou de moutons ne sont plus aussi nombreux. Moins 20% depuis 2005. Pour limiter les impacts sur ces secteurs, la Tunisie s'est dotée d'un centre de recherche qui explore toutes les pistes, qui permettraient à ses éleveurs et aux agriculteurs de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Nous sommes à l'Institut des régions arides. Il compte une centaine de chercheurs. Ahmed Salki est l'un d'eux. Dans cette bergerie, les travaux portent sur les animaux qui résistent le mieux aux conditions extrêmes. Ces chèvres locales semblent assez bien adaptées. Elles se contentent de peu de nourriture, de peu d'eau. Et même la qualité de l'eau, c'est assez important. Parce qu'elles résistent aussi à la salinité de l'eau, par exemple. Du point de vue production laitière ou de viande, c'est un peu limité par rapport aux chèvres ou l'élevage intensif. Mais le champion de toute catégorie, c'est le dromadaire.
Aujourd'hui, dans son unité, Imed Salki travaille en priorité sur sa reproduction. Et pour cause. On dit toujours que les dromadaires et les chameaux résistent mieux dans le désert. C'est exact, c'est vraiment exact. On peut dire que c'est la solution, oui, ça sera la solution au problème de sécheresse et au changement climatique. Parce que c'est une espèce très adaptée. Elle se contente de peu, mais vraiment de très peu. C'est une espèce qui peut manger les feuilles des arbres. Donc les arbres sont plus viables dans les conditions de sécheresse. Et essentiellement, c'est une espèce qui peut manger, qui peut consommer les plantes halophytes, c'est-à-dire qui poussent dans les régions salées. Il y a combien de dromadaires aujourd'hui en Tunisie? Il y a environ une estimation qui dit qu'il y a environ 100 000 têtes. Dans les années à venir, il y aura peut-être multiplication du cheptel? Certainement, je crois. Certainement, parce que ça connaît un essor assez important, un essor économique assez important pour la production laitière, pour la production de la viande. Ça connaît un intérêt maintenant. Mohamed Labiad travaille lui aussi dans cet institut. Son domaine de recherche est plus surprenant. Il étudie l'impact du vent sur le sable et sur les zones de production agricoles. 2 fois par semaine, il parcourt le désert en voiture ou à pied. Dans ce champ d'oliviers, il a installé une zone expérimentale. Pas besoin d'outils performants pour observer le mal dont souffrent ces arbres. Au printemps, le vent est tellement fort qu'il apporte des quantités impressionnantes de sable. En quelques semaines, les dunes encerclent les champs. Dans les années de forte sécheresse, ces oliviers ne sont guère productifs. C'est approprié pour les oliviers ici? En fait, non, c'est pas très approprié parce que c'est pas très bon. Le sol est pas bon? Il n'est pas bon parce qu'il faut avoir un sol très homogène en profondeur en particulier. C'est-à-dire que le sable vient d'où, là, cette dune, elle vient d'où? En fait, elle vient normalement des parcelles avoisinantes, donc elle vient, on va dire, de quelques kilomètres. C'est-à-dire que très vite, les oliviers peuvent être ensablés ou... On peut avoir le deux phénomènes, soit ensablés, soit complètement déchaussés. Donc on va avoir complètement les racines. Par exemple, vous avez ici un petit cas, on peut voir quelques racines qui... Ça, c'est mauvais pour l'olivier, ça? Oui, bien sûr. Donc si les racines vont apparaître, donc c'est pas... L'olivier ne peut pas trop tenir, quoi. En fait, c'est des particules très fines, donc inférieures à 0,1 mm, on va dire aux alentours de 0,08 mm. Donc c'est très vulnérable à l'érosion. Donc cette dune-là, elle est maintenant là. Une semaine après, elle peut se déplacer à côté, à gauche, à droite, ça dépend de la direction de vent. Donc ça se déplace très vite. Des particules qui emportent avec elles ces nutriments qui manqueront aux oliviers. Ramassés dans tout le sud du pays, les échantillons de sable seront analysés à l'Institut des régions arides. Ici, plus de 400 chercheurs et techniciens étudient la désertification sous toutes ses coutures. Dans son laboratoire, Mohamed Labiad dispose d'une soufflerie pour mieux comprendre l'impact du vent sur le sable. Celui que le technicien étale avec tant de précaution vient de Médonine. Ces grains font 0,08 mm de diamètre. En temps normal, ce type de machine est utilisé pour tester l'aérodynamique des avions ou des voitures. Images impressionnantes quand on sait que le sable s'envole avec un vent qui souffle ici à seulement 45 km/h. Les différents tests menés en laboratoire ou sur le terrain montrent que le désert tunisien est présent loin, très loin d'ici. Ces particules se retrouvent en France et ailleurs en Europe. Chaque année, quelle est la quantité de sable qui s'envole? En fait, nos études ont révélé une quantité aux alentours de 1,5 million de tonnes par an. Et le vent apporte ce sable où? Vers l'Europe. Ces particules peuvent se déplacer sur de longues distances, peuvent atteindre même 300 km, même plus. Parce que c'est des particules très fines. Donc ils se trouvent dans l'atmosphère, donc ils peuvent se déplacer. C'est très volatile. Voilà, tout à fait. Ces particules ont été retrouvées à plus d'1 millier de kilomètres d'ici. Le fléau est tel que de nombreux experts français et européens collaborent avec l'unité de Mohamed Labiad. Mais pour le moment,
personne n'a encore trouvé la solution miracle pour fixer le sable dans le Sahara. Des particules qui ont des effets différents d'un lieu à l'autre. Sur la côte tunisienne, le sable ne s'envole pas. La houle et les vagues l'emportent. Nous sommes à moins de 50 km à vol d'oiseau de Médonine. Djerba, l'un des hauts lieux de l'Odyssée d'Ulysse. Homère, comme d'autres poètes, ont encensé cette île. Djerba la douce, l'enchanteresse. Mais que reste-t-il désormais de ces paysages qui avaient fasciné Ulysse? La mer a grignoté la plupart des plages.